Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Psychanalyse et lien social, collection fondée et dirigée par Joseph Roussel et Jacques Cabassu. La collection Psychanalyse et lien social suit l'indication freudienne selon laquelle l'opposition entre la psychologie individuelle et la psychologie sociale ou collective, qui peut à première vue paraître très profonde, perd beaucoup de son acuité lorsqu'on l'examine de plus près. La collection accueille des textes témoignant des grands mouvements culturels et sociaux, qui dans notre hypermodernité, bouleversent autant les sujets que les collectifs. Elle interroge les différentes dimensions éthiques, politiques, institutionnelles, cliniques. Comme l'écrit Didier Anzieux, hier les psychanalystes avaient à braver la résistance du monde à la psychanalyse. Leur tâche aujourd'hui est inverse. Ils ont à soutenir la résistance de la psychanalyse au monde. Dernière parution. Sous la direction de Monique Loret, Éthique psychanalytique et accident du transfert 2022. Sous la direction de Monique Loret, Éthique inconscient et questions contemporaines 2022. Association @psychanalyse, une praxis de la psychanalyse 2022. Jacques Cabassu, Guillaume Némer et Joseph Roussel dire Rapport sur la folie à l'âge capitaliste, Marx et Freud 2022. Serge Dideley, Abécédaire provisoire de psychothérapie institutionnelle. La boîte à outils du Dr Houry, 2021. Monique Loret, La conscience de l'humain. Dialogue entre psychanalyse et pensée chinoise, 2021. Association @psychanalyse, l'acte de création, psychanalyse et lien social, 2021. Remerciements. Un chaleureux merci à Monsieur le professeur Samuel Mbadinga, qui a toujours été convaincu de l'actualité de ce travail. Première partie. Il imparfait d'une pratique, ou comment on devient thésard. Former n'est pas de tout repos. Le goût m'en est pourtant venu face aux 21 éducateurs de l'institution d'enfants dont j'étais la dernière recrue. Diplômée depuis quelques années, j'avais roulé ma bosse de CMPP en hôpitaux psychiatriques, de Paris en province. Les hasards de l'emploi me conduisirent dans cette institution de cas sociaux-filles. C'était une institution dinosaure. Les bâtiments n'avaient jamais été rénovés depuis sa fondation au XVIIIe siècle. Les directrices, toutes religieuses, s'étaient succédé. Nommées par leur congrégation, elles n'avaient pas eu à donner leur avis. La dernière en date venait tout juste de demander à la DAS à bénéficier d'un prix de journée. Des cartes postales diffusaient auprès du public une image de cet archaïsme. On y voyait les enfants revêtus du costume d'orpheline, tirant un âne et une charrette afin de ramasser les invendus des marchés de la ville. Le personnel éducatif, peu nombreux, 21 éducateurs pour 185 enfants, se composait uniquement de femmes, dont quelques religieuses, la crise de la vocation sévissait déjà. La plupart sans aucun diplôme. La seule diplômée éducatrice spécialisée faisait fonction d'éducatrice-chef. Je venais remplacer la psychologue, une vieille fille, un peu froide mais sympathique tout de même. Elle me laissait un bureau, de volumineux dossiers sur chaque enfant, et le compte-rendu minutieux d'innombrables séances de psychothérapie toutes plus ou moins inachevées. Elle me laissait également une place de choix dans l'institution en éminence grise de la sœur directrice. En outre, elle était crainte du personnel qui prenait plus ou moins consciemment le psychologue pour un Machiavel de bas étage. Les psychothérapies se déroulaient comme il se doit, dans le secret de la relation duel. Les éducatrices avaient été priées de s'y habituer. Pourtant elles ressentaient une immense frustration. Elles avaient l'impression que ma consoeur et la directrice savaient des choses sur les enfants auxquelles elles-mêmes n'avaient pas accès. L'impression également que les enfants nouaient avec la psychologue une relation plus importante, meilleure qu'avec elle. Plus encore, ce secret, cette relation leur renvoyait l'image de l'incapacité de chacune dans sa tâche éducative face aux enfants. Les choses importantes, les vraies relations se déroulaient ailleurs, dans le bureau de la psychologue. Les éducatrices se voyaient transformées en simples gardiennes ou en femmes de ménage. Elles n'étaient pas capables d'apporter aux enfants ce dont ils avaient besoin en paroles, conseils et sentiments. Du moins le ressentaient-elles ainsi. Les enfants, eux, me regardaient arriver d'un autre œil. La première fillette qui me vit entrer dans l'enceinte de cette institution m'interpella en ces termes. Elle avait environ 4 ans.
Tu es le papa de qui toi ici? Ici de personne, répondis-je. Alors tu seras mon papa. Cherchant à atténuer cet héritage, voulant couper court au titre de mon père, dont quelques sœurs voulaient absolument m'affubler et n'imaginant pas assumer la paternité de 185 fillettes, je proposais la mise en place de réunions de travail où l'on parlerait des enfants et du travail que chacun réalisait avec eux. Parallèlement à mes études de psychologue, j'avais touché à beaucoup de pratiques, telles que la dynamique de groupe et l'expression théâtrale, etc. Mes choix théoriques et pratiques n'étant pas très marqués, je me laissais porter par les courants dominants, tantôt de l'analyse institutionnelle, tantôt de la psychanalyse des petits groupes, tantôt de la thérapie individuelle, tantôt du Balin, etc. Mes convictions se résumaient en un seul terme, plus emblématique que réellement assumé. Je me voulais psychologue clinicien sans savoir exactement ce que cela signifiait. C'est dire le peu de rigueur méthodologique qui présida à ma façon de mener ces réunions de travail que j'avais instaurées, en vue de permettre à chacun des membres du personnel une meilleure compréhension des enfants dont l'institution avait la charge. Les périodes se succédèrent donc, centrées sur le cas du jour. Nous décortiquions tout ce que l'on savait à propos de l'enfant, nous accent aigu interprétions son histoire, échafaudions des hypothèses pour combler les lacunes de l'anamnèse, spéculant sur le ressenti et le vécu. Il fallait aboutir à une compréhension la plus totale possible du cas. La structure familiale, la fratrie, l'école, les traumatismes précoces, tout devait prendre place dans une théorie explicative du comportement actuel de l'enfant. Nous devions aboutir à la mise en place d'une stratégie éducative digne des problèmes posés. Consciencieux, je faisais surgir les questions, s'exprimer chacun, et j'aidais l'équipe à interpréter les discours tenus. J'apportais mes connaissances comme complément et source de savoir totalisant. L'explication définitive, la plus belle, la plus originale, c'était le psychologue qui la donnait. J'avais peu de mérite, au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Après une psychologue muette et qui fait peur, un psychologue qui parle et qui rassure, c'était bon à prendre. Bien qu'un peu caricatural, ce travail n'était pas sans effet. Tel enfant perçu d'un regard neuf n'avait plus besoin de provoquer le chahut d'un dortoir complet pour se faire entendre. Telle monitrice se donnait des libertés par rapport au discours moralisateur qui était jusque-là de mise. Le dinosaure muait lentement, mais non sans crise. Je n'étais pas entièrement satisfait du travail réalisé. J'avais l'impression qu'on agissait au coup par coup, et que l'expérience ne s'accumulait pas vraiment. Tout en considérant le niveau de formation générale comme bon, je cherchais ailleurs l'origine des blocages de la progression. Je voulais croire en effet à la primauté de l'épanouissement personnel. Si les éducatrices étaient bien dans leur peau, alors elles réagiraient sainement et efficacement aux interpellations des enfants. Cette idéologie me servait de ligne directrice. Puisqu'elle continuait pour une part à faire la morale, à réprimer la sexualité, à s'approprier les enfants comme des objets, c'est qu'elles ne pouvaient s'épanouir dans l'institution telle qu'elle était, quelle que soit leur formation. Ce fut ma période institutionnelle. Si le personnel ne progressait pas, si on pouvait observer la répétition de mêmes phénomènes, c'est qu'il y avait des entraves à l'évolution, à ce que chacun assume une place en rapport avec son travail. Il me fallait donc comprendre les liens que chacun entretenait avec les autres, avec l'institution et avec le psychologue. Et les ayant compris, il me fallait travailler à leur changement. Au programme. Je ne m'inquiétais pas alors de savoir si j'étais en position de le réaliser. J'entrepris donc naïvement d'analyser les fantasmes de l'institution. On parla moins des enfants au cours des réunions, mais pas vraiment plus du personnel. Je me situais imaginairement et symboliquement dans une position d'analyste de l'institution. Les cas amenés n'étaient considérés qu'en tant que symptômes. Ils reflétaient les tensions que le personnel vivait dans sa relation fantasmatique à l'institution et à moi-même. Les effets de ce type de travail furent saisissants. Tout le monde se mit à fantasmer sur tout le monde, les bruits les plus fous circulaient avec une rapidité déconcertante. Ainsi la rumeur des couloirs nous apprit que la sœur directrice cachait un enfant qu'elle aurait eu autrefois.
Tout cela était amusant, agaçant parfois, mais ne débouchait sur rien dans l'institution. À l'extérieur par contre, on aurait pu en repérer les effets. Quelques cartomanciennes recueillirent les bénéfices de nos jeux imaginaires. Les monitrices, toutes célibataires, allaient consulter l'oracle sur leurs chances de convoler en juste noces. L'une d'entre elles se maria, la chef bien sûr, en soufflant à une autre, sa subordonnée, le petit ami qu'elle avait imprudemment amené dans l'institution. Ce fut à peu près l'époque où l'équipe souhaita recruter un éducateur homme. Le besoin de mixité se faisant sentir également chez les adolescentes placées. Les candidats ne manquèrent pas, mais aucun ne trouvait grâce aux yeux de l'éducatrice-chef. Il n'était pas bien clair, disait-elle, pensant à leur désir de travailler dans un internat de jeunes filles et protégeant du même coup ces monitrices dont ne sait quelle opacité. Un petit moustachu finit par occuper le poste. Il n'était pas clair. Très rapidement il entretint des relations ambiguës avec les adolescentes. On le pria de partir, ce qu'il fit, ravi, mais en prenant la précaution de dire sa façon de vivre les choses à l'équipe. Il aurait voulu avoir des contacts plus étroits avec la monitrice alors que l'éducatrice en chef la tenait sous sa coupe. Il s'était retourné vers les filles. Quelqu'un dans l'équipe lui fit remarquer qu'il était ici pour travailler, pas pour autre chose. Il partit faire du syndicalisme. Il devenait tout à coup difficile de faire la part du fantasme et de la réalité. Les réunions se déroulèrent désormais dans un climat agressif et monotone. Les blocages que l'analyse institutionnelle était censée devoir lever afin de permettre une évolution du personnel étaient-ils toujours en place ? Je ne trancherai pas. Le modèle éducatif religieux, fait de confession, de morale, de sentiments charitables, de sanctions à la limite du sadisme, et surtout de contrôle de tous par tous en rapportant, ensuite l'autorité supérieure, s'estompait. Les relations amicales étaient maintenant possibles entre membres du personnel. Pourtant dans leur rapport avec les enfants, les monitrices ne changeaient guère. Les mêmes problèmes. Remplacer la mère ou ne point la remplacer, se forcer à être autoritaire pour suivre une règle dont on ignorait le sens, cacher l'affection qu'on portait aux enfants ou au contraire faire semblant de les aimer, se posait toujours. La première période, celle des études de cas, avait entrouvert en ce qui concernait la situation des enfants, des possibilités de compréhension. Cette compréhension n'était pas utilisée par le personnel dans sa vie courante pour ses rapports d'individu à individu, ou d'individu à groupe. La deuxième période, celle de l'analyse institutionnelle, avait permis une plus grande spontanéité de chacun dans sa vie privée, mais cette spontanéité n'était pas utilisée dans le travail. Il semblait que dans le travail, on n'était pas vraiment soi avec son intelligence et ses émotions. Le psychologue, de s'être situé tantôt dans un registre, tantôt dans l'autre, n'avait évidemment pas permis l'intégration nécessaire. Les monitrices partirent pour la plupart en formation en cours d'emploi, et moi je m'interrogeais sur la place du psychologue dans une telle institution. Cette place serait-elle auprès des enfants ? Peut-être. Mais la psychothérapie en un tel lieu est illusoire, les carences affectives et éducatives sont trop importantes. Du moins je le pensais à l'époque. Structurer l'institution, vectoriser ses modalités d'intervention me paraissait plus urgent. Les adultes, le personnel éducatif, devaient pouvoir participer à cette vectorisation, donc accéder à une formation. Mais de quelle place et de quelle manière le psychologue pouvait-il se charger de cette tâche ? Dans la première période, j'avais occupé celle du savant, mais je m'y ennuyais. Le manque d'échange, de reconnaissance mutuelle, me paraissait signaler une carence importante. Celle d'une implication véritable de l'ensemble des membres du personnel, sans laquelle je n'imagine pas de réel travail psychologique, c'est-à-dire acceptant la présence de l'inconscient. Dans la seconde, j'étais bien impliqué dans des relations n'excluant pas l'inconscient, mais d'une telle manière qu'il ne me paraissait pas possible d'en faire émerger le sens en liaison avec le travail. Une réalité fade, un imaginaire délirant mais de symbolique point, telle était ma conclusion. J'allais soumettre la question à l'université, et me fis donc nommer chargé de cours auprès des étudiants de psychologie. La tentation avait été grande d'enseigner sur le lieu de ma pratique. Allais-je pratiquer sur le lieu de mon enseignement ? On peut se demander quel est le sens de ce comportement fréquent dans nos universités, qui dissocie pratique et enseignement. Pourrait-on y voir une mauvaise assomption de l'Oedipe ?
Le plaisir d'analyser et d'enseigner serait-il malvenu? Le travail des éducateurs, dont l'essentiel finalement est l'aspect relationnel, les amène tout naturellement à développer des qualités de cliniciens. Pour autant, le psychologue dans une telle institution, comme l'ensemble des psychologues praticiens œuvrant dans les institutions de l'enfance inadaptée, ne dirige pas, n'encadre pas, un sous-prolétariat de la psychologie clinique. Cette tâche d'encadrement ou de téléguidage, certains directeurs s'y essayent et s'y épuisent tant elle est impossible. Si le psychologue en un tel lieu n'encadre pas, il ne forme pas non plus. En effet, les réunions d'équipe ne peuvent, sans répercussion sur le fonctionnement institutionnel, se transformer en séances de cours théoriques ou en analyse de groupe. Alors, peut-on former des gens qui répondent cliniquement à des demandes psychologiques? Les difficultés de l'enseignement de la psychologie clinique sont à replacer dans ce que l'on pourrait appeler la crise de l'enseignement. La formation de psychologues cliniciens ne pose pas de problèmes d'une nature différente de ceux des formations d'autres spécialités. Par contre, elle met plus en évidence les contradictions du système, le statut du savoir, de la pratique, de l'enseignant, de l'étudiant, de l'enseignement, etc. À l'université, dans les années 1970, les enseignants, d'une façon générale, se sentent déchus de la position de puissance qu'ils croyaient avoir. Ils en objectivent les signes dans la dégradation de leur statut social, de leurs conditions de travail, de leur salaire. Ce type d'analyse amène souvent l'enseignant à une erreur d'interprétation. Il se sent contesté dans sa personne, alors qu'à nos yeux l'interpellation porte sur son rapport au savoir. Ainsi, un collègue se plaignait un jour d'avoir vu le sujet d'examen qu'il avait proposé critiquer en ces termes. Vous nous demandez de parler de la notion de la frustration dans l'entretien, mais la frustration ce n'est pas un concept psychanalytique. Notre collègue se sentait dans l'impossibilité d'enseigner quoi que ce soit à cet étudiant. Le rapport au savoir de l'enseignant n'est pas fondamentalement différent du rapport au savoir de l'étudiant. Le mouvement d'appropriation du savoir de l'étudiant est de même nature que celui de l'enseignant. Si les enseignants se sentent personnellement contestés, c'est donc qu'ils se vivent comme détenteurs de ce savoir et non comme médiateurs dans son appropriation. La rivalité qui s'instaure entre enseignants et étudiants est alors une rivalité de type oedipien, où l'enseignant pousse l'étudiant à se construire un autre savoir, une autre culture, ou bien encore le fige devant un idéal inaccessible. Par exemple, si les enseignants de psychologie clinique croient fermement à la psychanalyse, ils ne peuvent que se trouver dans une position accordant un crédit au désir de comprendre des psychologues cliniciens en formation. Désir de comprendre amenant le psychologue clinicien en formation en psychanalyse, alors qu'à l'heure actuelle, le système repose sur un socle obsessionnel visant à désamorcer ce désir en le figeant dans un idéal, dans un ailleurs de l'imaginaire analytique. En conséquence de quoi, l'enseignant en psychologie clinique n'a plus qu'à faire référence à la psychanalyse dans la mesure où elle est tout entière dans son exercice professionnel. C'est dire aussi la position perverse qui vise à faire référence littéralement à quelque chose qui est évacué dans le processus. Si l'on veut éviter cela, il s'agit bien que l'enseignant accepte d'être une médiation dans l'appropriation du savoir, ou en d'autres termes, une figure paternelle. Acceptant cette place, il se limite et s'accomplit par le même mouvement dans une position professionnelle et symbolique de psychologue. Par cette limitation et cette assomption, il prend une position qui va servir de repère identificatoire aux étudiants, se risquant ainsi à être contesté et tué, selon la loi, processus indispensable à la maîtrise professionnelle. Cette limitation lui fait également abandonner à l'enseignement l'image d'habilitateur comme psychanalyste des étudiants. Si l'enseignant s'offre à ce que soit projetée sur lui une conflictualité endogène, c'est dans la mesure où il accepte qu'à son propos soit mise en scène la relation conflictuelle de l'étudiant avec la mauvaise image paternelle. S'instaure alors une dialectique entre la tentative de destruction du père dans la rivalisation et la réapparition constante de l'image paternelle, même lorsque la rivalité est réussie. Qu'en est-il des effets et du sens de l'Oedipe dans le champ de l'enseignement de la psychologie clinique? À l'évidence, le caractère néoténique de l'étudiant est occulté dans les pratiques enseignantes, comme la néoténie de l'enfant est occultée dans la rivalité oedipienne. On voudra bien nous accorder le droit d'une figuration, qui pour être réaliste et métaphorisante,
met quand même en évidence les effets de ces mouvements dans la relation pédagogique. Que se passe-t-il pour l'étudiant en formation et pour l'enseignant? L'étudiant à l'université doit acquérir savoir et diplôme. L'inscription et l'évaluation sont garants d'un investissement minimal. Or, qu'en est-il de ce savoir et de ce diplôme en psychologie clinique? Ce savoir est un savoir à propos de l'inconscient, c'est donc un savoir sur le non-savoir du sujet, c'est un savoir sur le sujet, sur l'individu. Comment peut-on élaborer un savoir sur l'individu, sur le particulier, sur le non généralisable? Comment éviter de transformer en objet à avoir quelque chose qui est condamné à être? Ou encore comment apporter un savoir sur l'inconscient qui ne soit ni théorique, ni exercice de mécanique fine, ni psaume? Comment actualiser et présentifier ce non-savoir dans un discours qui cherche à donner un savoir? Il nous semble que devant cette difficulté qui nous condamne à éprouver l'inconscient dans l'exercice pédagogique, c'est-à-dire à ne pas savoir comment enseigner, le non-savoir, et bien plus d'un collègue emprunte les voies préfreudiennes de l'interprétation des rêves ou de l'interrogation des symptômes, à savoir: à l'université on ne peut rien faire, allez donc voir ailleurs, ou encore des voies bien connues de la suggestion et de la séduction, pierre angulaire de l'hystérie et de l'enseignement. Dans le mouvement mégalomaniaque qui nous pousse à savoir et à vaincre ce non-savoir localisé dans la relation pédagogique, nous essayons de trouver une issue qui ne soit pas simplement une rivalité avec un mauvais père, mauvais collègue, mais quelque chose qui nous offre et désigne comme freudien, fils de et enseignant, père. Dans une figuration oedipienne, on pourrait dire que le savoir, la théorie scientifique, l'unité de valeur, sont promus en place de l'objet du désir, actualisé dans la demande pédagogique. Imaginairement, c'est l'objet phallique qui manque et dont la relation pédagogique a pour vocation l'appropriation symbolique. Que l'enseignant dans notre construction scénique figure un père dont il faut s'approprier le savoir, est une évidence que les fulgurances démagogiques et perverses n'entament point. Mais encore une fois, c'est au niveau imaginaire que nous construisons notre scénario. À partir de là, on peut comme dans la perversion trouver l'issue où restent clivés deux éléments. Un savoir imaginaire, illimité, total, un pouvoir arbitraire d'autant plus grand qu'il ne se justifie plus, qui refuse à rendre des comptes, et un secteur de dénégation désamorçant. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.